bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour notre rendez-vous Le Grand Témoin qui reçoit des personnalités du secteur de l'IT. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alain Bouillet. Alain Bouillet qui est délégué général du CESIN. Alain Bouillet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, ce que je vous proposerais pour commencer, c'est de présenter le CESIN parce que je pense que parmi nos lecteurs, il y en a peut-être quelques-uns qui ne vous connaissent pas. En deux mots, c'est un club d'experts de sécurité informatique. Donc ça, c'est assez simple. Ça a été créé en 2012. À peu près 1000 membres, de la petite entreprise jusqu'au grand compte, avec une particularité par rapport à votre grand concurrent, entre guillemets, c'est que parmi vos membres, il n'y a que des entreprises utilisatrices, des RSSI et des experts en sécurité. Donc voilà, brossé à grands traits le CESIN, est-ce que vous pouvez le confirmer et éventuellement le compléter? Oui, alors on a dépassé effectivement les 1000 membres. Une tendance de ces dernières années avec des créations de postes de RSSI dans beaucoup de TI. Même aussi dans des PME, on accueille des RSSI de PME. Quand les PME sont dans la tech, par exemple, il y a en général un enjeu cyber important, et donc on a des RSSI dans ces entreprises-là. Donc du coup, effectivement, tous les secteurs d'activité aujourd'hui sont représentés et toute taille d'entreprise sont confondues, ce qui fait que voilà, comme on fait beaucoup d'études à côté de nos événements qui permettent aux membres de mieux travailler ensemble, de coopérer, d'échanger les bonnes pratiques, etc. On fait des études également baromètres. On vient d'en sortir un sur les rémunérations et sur la gouvernance. Et ça, c'est intéressant effectivement d'avoir ce panel justement de répondants très diversifiés et maintenant assez complet. Très bien. Alors, ce que je vous propose, c'est pour démarrer de balayer assez rapidement, enfin, de balayer des événements récents de l'actualité. J'aimerais bien avoir votre jugement sur un certain nombre de points. L'ANSSI a publié il y a quelques jours un peu le bilan des JO en matière de sécurité. Et bon, c'est un bilan qui est bon dans la mesure où il ne s'est pas passé grand-chose. Il relate à peu près 500 événements ou incidents, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, à un faible impact, la plupart. Est-ce que vous pensez que finalement c'est parce qu'on s'était vraiment très bien préparé, ou est-ce qu'on avait un peu trop survendu l'événement? Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'an 2000, on en avait parlé pendant 2 ans avant, puis il ne s'est rien passé du tout. Donc où est-ce qu'on en était dans cet événement-là? Alors vous faites bien de faire ce rapprochement avec l'an 2000 parce que j'adore cette comparaison. En fait, moi j'ai vécu cette époque-là de l'an 2000, et au lendemain de l'an 2000, on nous a dit mais vous êtes tous des escrocs, vous nous avez fait dépenser un argent de dingue et il s'est rien passé. Oui, mais c'est justement parce qu'on avait dépensé un argent de dingue avant qu'il s'est rien passé pendant. Et les JO, je crois que c'est pareil, c'est-à-dire que on a eu une préparation, je dirais exemplaire, une coopération entre les différents acteurs des JO. Il n'y avait pas que les JO, il n'y avait pas que le comité olympique, il y avait effectivement tous les acteurs, le transport, la nourriture, bref, tout ce qui peut, tout ce qui a concouru à ce que ces JO soient un succès. Tout était bien évidemment digitalisé, informatisé, des chronomètres en passant par les transports, je l'ai dit, et d'autres choses. Donc du coup, dans la mesure où tout était digital, il fallait absolument qu'on ait une sécurité, on va dire, homogène. Et comment vous faites pour qu'il y ait une homogénéité entre des entreprises qui parfois ne se parlent pas, qui sont concurrentes, qu'il n'y ait pas de maillon faible. Et voilà, donc il fallait qu'il n'y ait pas de maillon faible. Les équipes ont été constituées, j'irais, de manière, des équipes virtuelles finalement, d'entreprises, et on a effectivement travaillé ensemble. Et c'est un peu le modèle du CESIN du coup, c'est de faire en sorte qu'en travaillant ensemble, on ait un modèle qui soit homogène et il n'y ait pas de maillons faibles et de failles par lesquelles évidemment les hackers se seraient précipités. Donc je pense qu'à la fin de la journée, on a mis en place finalement des barrières
qui était suffisamment dissuasive pour que les hackers passent leur chemin et aillent entre guillemets s'amuser ailleurs. Alors bon, il y a eu quelques attaques en effet dont vous citiez le chiffre d'un peu plus de 500 tentatives. Il y en a eu quelques-unes qui ont un peu secoué, je dirais, quelques infrastructures, mais enfin rien de très sérieux. Et je pense que ça montre qu'en effet la coopération dans le monde de la cyber est essentielle, et tout ça évidemment orchestré d'une main de maître par l'ANSSI. Et est-ce que la conclusion positive de tout ça, ce serait pas de dire, parce qu'on a l'impression que la sécurité, de toute façon, on n'y peut rien, il va toujours arriver quelque chose, etc., de dire au contraire, vous voyez, quand on se prépare et qu'on met les efforts là où il faut, finalement, on arrive à un bon résultat. Ah oui, vous savez, la sécurité, c'est 4 piliers. Hein. C'est d'abord la prévention. Donc la sensibilisation, former les gens, voilà. C'est la protection. Donc là, les barrières, les outils ont été en effet, beaucoup d'outils ont été mis en place. Et puis si tout ça effectivement ne suffit pas, et que l'attaque rentre, il faut pouvoir détecter. Donc il y a eu des SOC qui se sont mis en place, des systèmes de supervision extrêmement solides. Et puis, il y avait toute la partie réaction, c'est-à-dire être en capacité de réagir si jamais toute la chaîne d'avant a été rompue par une cyberattaque réussie. Et je pense que ces 4 piliers-là ont parfaitement fonctionné. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on conseille nos membres de procéder par ces 4 piliers. Et il faut jamais en oublier un ou en sous-estimer un. Parce que si vous avez un déséquilibre dans ces 4 piliers, la maison s'écroule. D'accord. Alors, un épisode un peu moins glorieux, si je puis dire, c'est l'affaire CrowdStrike. CrowdStrike, plutôt, j'arrive pas à le prononcer correctement, qui là, pour le coup, montre que du côté des fournisseurs, il y a quand même eu une faille assez béante, à la fois de la part du fournisseur de ce logiciel, Falcon, et puis également de la part de Microsoft, qui a vu son noyau Windows attaqué par une petite mise à jour. Quel jugement vous portez sur cette affaire? Alors, déjà, je pense que c'est pas un sujet sécurité. C'est un sujet, je dirais, d'une bête mise à jour, mal faite, mal préparée, mal testée. En fait, c'est tout ce qu'on déteste dans la cyber. On passe notre vie à faire des mises à jour de logiciels, à patcher, et on demande effectivement dans les entreprises à ce que les 1001 précautions soient prises pour que, en effet, la mise à jour n'ait pas l'effet inverse par rapport à ce qui est escompté. Donc là, on est d'abord, donc encore une fois, c'est un logiciel de sécurité, mais c'est pas ni un piratage, ni ça aurait pu, hein, voilà. Donc, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que effectivement, il y a quand même une grosse faute de la part du fournisseur de DR, mais la manière dont ces outils-là fonctionnent, ils sont obligés d'aller, je dirais, assez profondément dans le cœur du noyau, en l'occurrence de Microsoft. Et le fait aussi que Microsoft soit prépondérant, je dirais, dans beaucoup d'entreprises. Quand vous étiez donc sous Microsoft et vous étiez client de CrowdStrike, eh ben vous étiez forcément en rideau. On voit bien quand même que on a dans l'actualité, on a de la réglementation qui nous arrive, DORA en particulier, et le R de DORA, c'est résilience. On voit que la résilience n'a pas fonctionné là, puisque les avions sont restés cloués au sol, les hôpitaux ont arrêté de fonctionner, etc. Donc on voit bien, si vous voulez, que on a une extrême dépendance finalement à très peu de fournisseurs. En l'occurrence, là, c'était Microsoft. Parce que l'acteur CrowdStrike, je dirais que c'est presque un épiphénomène. Ça aurait pu être un autre qui fasse cette boulette, entre guillemets. Mais du coup, c'est quand même à la fin de la journée Microsoft qui s'est arrêté. Les entreprises qui ont été dans l'incapacité d'avoir un plan B, voilà, vous avez l'écran bleu, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'attendre que ça redémarre. Donc, et on a vu que des boîtes ont mis quand même plusieurs jours à s'en remettre. Donc, je pense qu'il faut s'interroger aussi sur cette extrême dépendance
que nous avons globalement, hein, je dirais autour des GAFAM, hein, appelons un chat un chat, et de voir justement en termes de résilience si il n'est pas opportun d'avoir ici ou là des dispositifs qui seraient capables de fonctionner en cas de problèmes comme cela. Parce que là, on voit bien que ce sont des problèmes systémiques. Le troisième sujet d'actualité sur lequel je voulais vous interpeller, c'est le Nice 2. Donc, il y a eu une déclaration récente du patron de l'ANSSI qui, à la conférence Exatrust, qui disait en manière assez rapide que finalement la date de transcription de la réglementation européenne pour la France c'est octobre, mais que pendant 3 ans finalement il y aurait une espèce de un regard assez il y aurait pas de sanctions. En gros, les entreprises pourraient se mettre à Nice 2 un peu à leur rythme, sachant que Nice 2, évidemment, s'appuie sur Nice 1, mais est beaucoup plus large, concerne beaucoup plus d'entreprises, qui, là où on les appelait OIV, OSE, on les appelle des entités. Il y a 18 secteurs qui sont concernés, donc c'est beaucoup plus large. Comment vous voyez ce report, entre guillemets? Est-ce que c'est parce que finalement Nice 2 était quelque chose qui était assez compliqué à mettre en œuvre et qu'il fallait donner du temps aux entreprises pour le faire? Ou est-ce que pour de toute autre raison, qu'est-ce que ça implique chez vous? Alors déjà, je pense que la bonne idée, ce serait de dire qu'il ne faudrait pas commencer à bosser dans 2 ans et demi parce que l'échéance est à 3 ans. Donc il faut commencer maintenant. Les règles sont connues et donc beaucoup d'entreprises s'y ont déjà mis. Je pense qu'il y a deux... Alors, Nice 2 fait la différence entre les entités importantes et les entités essentielles. Oui. Mais du coup, effectivement, il y a 2 catégories, pour moi, à mes yeux, d'entreprises dans une autre classification. Il y a celles qui ont déjà une organisation cyber, un RSSI, une politique sécurité, des systèmes de protection en place, bref, une infrastructure à peu près correcte. Et pour eux, Nice 2, ça va être une formalité. Alors, formalité peut-être plus ou moins lourde, hein, bien évidemment, mais on va beaucoup demander de documenter, d'expliquer ce qu'on fait, etc. Et donc pour ces entités-là, Nice 2, ça va pas être un grand saut quantique. Par contre, quand vous faites le décompte, on parle de 20 000 entités. Si vous retirez de ces 20 000 les 300 grandes entreprises françaises, en schématisant, les 6 000 ETI, il vous reste un grand paquet d'entités, justement, qui sont des collectivités locales, qui sont des petites entreprises, qui sont souvent des fournisseurs des gros, et que les gros n'ont peut-être pas forcément réussi à les mettre au pas, ou en tout cas au même niveau de sécurité. On le voit bien, hein, les cyberattaques aujourd'hui, réussies, elles passent plus tellement par les gros. Par les fournisseurs. Elles passent par les fournisseurs. On peut regarder l'actualité cyber de ces 18 derniers mois. 99% des incidents viennent d'un fournisseur qui n'avait pas le niveau de sécurité requis. Donc, tout ça, je dirais, va permettre d'uniformiser, parce que ce qui compte dans la cyber, c'est le côté homogène. Il ne faut pas qu'il y ait un maillon faible, sinon la chaîne se brise. Donc, je pense que c'est une bonne nouvelle pour la cyber. Pour moi, ce n'est qu'une étape. Il faudra du Nice 3 ou 4, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il va falloir à un moment donné que, au-delà d'un certain seuil d'entreprise, comme on l'avait fait pour le RGPD, qu'on dise, monsieur le directeur général, vous êtes responsable pénalement aujourd'hui de la sécurité de vos salariés, de la sécurité physique de votre entreprise. On vous oblige à mettre des extincteurs et des détecteurs de fumée et je sais pas quoi. Et bien, dorénavant, vous allez être aussi responsable pénalement de la sécurité de vos infrastructures informatiques, puisque c'est ça qui fait tourner la boîte les 3/4 du temps. Donc, je pense que Nice 2, ça va dans le bon sens. Encore une fois, c'est une étape. Et c'est vrai que pour les petites entités, celles qui n'ont pas encore entendu parler de cybersécurité de leur vie,
il vaut mieux leur laisser 3 ans de délai avant d'aller les réprimander, parce qu'effectivement, le saut pour eux va être peut-être important. Mais en même temps, quand vous regardez, vous prenez une petite boîte de 50 personnes, déployer un EDR sur les postes de travail ou du MFA chez les salariés, ça peut prendre une demi-journée. Donc, la tâche peut être compliquée techniquement, mais d'un point de vue déploiement, ça peut se faire très vite. Et est-ce que l'obligation à laquelle vous faites référence là vis-à-vis des patrons des entreprises qui seront mis en demeure légalement, est-ce que ça ne va pas aussi passer par l'évolution des primes d'assurance? C'est-à-dire qu'en gros, il y en a beaucoup qui prennent des cyberassurances et ces sociétés d'assurance imposent de plus en plus un certain nombre de règles parce que sinon l'assurance ne fonctionnera pas. Donc est-ce qu'il n'y a pas finalement ces deux forces-là vont à peu près dans le même sens? On est dans un cercle vertueux parce qu'effectivement, à partir du moment où vous souhaitez, vous n'êtes pas obligé, mais si vous souhaitez contracter une cyberassurance, l'assureur va vous demander, comme à la maison, on vous assure pas si vous avez des volets en plastique au rez-de-chaussée et puis pas de porte blindée et pas d'alarme. Bon, la cyber, c'est pareil. On va vous demander effectivement un certain nombre d'améliorations de votre cyber pour pouvoir vous cyberassurer. Donc je pense que si la cyberassurance, alors peut-être compliqué de la rendre obligatoire, mais en tout cas, si ça se développe, ce sera une bonne chose en effet, surtout pour les petits. Pour les gros, c'est un peu compliqué, la cyberassurance, on l'a vu, et c'est un autre débat. Mais pour les petits, effectivement, c'est du gagnant-gagnant. Alors, on va aborder des sujets un petit peu plus généraux qui ne sont pas directement liés à l'actualité. Le secteur de la cybersécurité, si je regarde le marché, les fournisseurs, c'est un marché qui est très émietté. Il y a énormément de fournisseurs et je crois que le Césin a fait des enquêtes, plusieurs enquêtes au fil du temps qui montraient que dans les entreprises, il y avait 10, 15, 20 solutions de cybersécurité et que c'était un véritable casse-tête. Donc ça, c'est un premier constat. Et puis un deuxième constat que vous avez fait récemment dans une interview, un de nos confrères, qui était de dire c'est un secteur dans lequel il y a un certain nombre il y a une concentration, et en particulier on a vu la société Thoma Bravo qui a fait, on l'a vu, on en parle régulièrement, qui a fait des rachats en matière de cybersécurité extrêmement importants et qui aboutit à une concentration ayant deux inconvénients. Le premier, c'est que ça freine un peu l'innovation, puisque cette concentration fait en sorte que cet acteur-là, il maîtrise un certain nombre de points clés. Et puis le deuxième, qui est peut-être plus important et que vous mettez en lumière, autant on a bien vu pour les GAFAM, il y a la collecte des données personnelles et ça c'est un gros problème, mais là aussi se pose cette question-là qu'on n'a peut-être pas vraiment encore perçue, qui est que ces sociétés, donc la Thoma Bravo et toutes ces filiales de cybersécurité, peuvent collecter des données en interne sur les salariés. Et ça, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Comment vous conciliez ces deux observations, qui sont toutes les deux réelles, mais qui semblent un peu contradictoires? Tout à fait. Alors, on est dans un marché. J'ai discuté un jour avec un grand monsieur de la cyber qui me disait le marché de la cyber n'est pas mature. Et je lui dis bah oui, certes, mais c'est quoi un marché mature? Et il me dit le marché mature c'est l'aviation. Vous avez Boeing d'un côté, vous avez Airbus de l'autre. Ah bah j'ai dit alors j'ai pas du tout envie que la cyber soit mature, parce que effectivement. Oui. Aujourd'hui, on a vu, enfin dans le passé, chaque problème finalement trouvait une solution dans une solution technique, et on a empilé comme ça les solutions. Bon, il y a des efforts qui ont été faits quand même de rationalisation. On a architecturé tout ça. Bref, mais ça reste en effet compliqué. Vous le rappeliez, une grande moyenne de 16 fournisseurs cyber parmi nos membres, mais vous avez des grosses boîtes, ils en sont à 60 ou 70. Ils ont à peu près toutes les marques de partout. Donc c'est vrai que c'est compliqué, mais d'un autre côté, se dire j'ai un fournisseur qui fait tout. On en revient au point précédent que vous avez évoqué sur CrowdStrike. Exactement. Aujourd'hui, si vous avez en effet une faille de ce fournisseur,
c'est votre système de détection, c'est votre système de protection, c'est votre MFA, c'est votre DR, c'est votre... etc., etc. Donc, moi, je suis pas pour qu'on mette tous nos œufs dans le même panier en matière de cyber. Et je pense que c'est très bien aujourd'hui que le marché soit émietté. Alors, il pourrait se consolider, hein, évidemment. On a... mais je voulais citer le nombre de startups qu'on a en France. On en a 160 au dernier appel, 160 startups cyber, c'est beaucoup. Toutes ne deviendront pas des licornes, mais toutes proposent de l'innovation. Et je pense que c'est ça qui est important en matière de cyber. C'est pas tellement de se dire je veux voir qu'une tête et je veux signer un contrat qu'avec un seul fournisseur. Ce qu'il faut à un instant T, c'est qu'on ait le bon niveau de sécurité par rapport aux enjeux de l'entreprise, par rapport aux évolutions des cyberattaquants. Et un seul fournisseur aujourd'hui peut pas être bon partout. Donc il y a un moment donné, si vous choisissez en effet un fournisseur, bon, c'est pas possible, il n'y a pas un fournisseur qui fournit tout aujourd'hui, mais vous pourriez en avoir, je dirais, allez, 3 ou 4. À un instant T, il y en aura toujours un qui sera meilleur que ceux que vous avez choisis. Vous pouvez pas les changer tous les 4 matins. Donc sur des offres comme ça consolidées, il y a un moment donné, faut faire si vous choisissez un seul fournisseur, faut que vous fassiez une raison. Vous n'aurez pas toujours le bon niveau de sécurité pour tous les domaines. Donc, voilà, il faut arriver à un juste équilibre. Peut-être pas avoir 60 fournisseurs pour protéger son infrastructure, parce que effectivement c'est compliqué et ça peut aussi générer des faiblesses. Hein. Mais d'un autre côté, avoir un nombre réduit de fournisseurs, vu ce qu'on voit dans le domaine de l'IT en général, hein, encore une fois, on a parlé des GAFAM tout à l'heure, mais quand un AWS tous, c'est toutes les entreprises qui tremblent. Donc, je pense que la cyber, on a encore cette chance d'avoir le choix. Donc il faut maintenir cette situation, finalement, c'est un peu ce que vous dites. Mais est-ce que, pour la maintenir de manière vertueuse, est-ce qu'il ne faut pas avoir une sorte de réglementation, normalisation, je ne sais pas, qui oblige ces fournisseurs à causer entre eux, parce que c'est un peu le problème des fournisseurs qui imposent à chaque fois leurs propres normes et qui fait que la situation devient difficilement gérable. Ce qui est difficilement admissible, c'est que des fournisseurs ferment leur système d'information pour que vous achetiez leur solution. J'en visais en particulier là-dedans, mais donc si d'un autre côté, il faut, je pense qu'il faut en effet laisser la liberté de choix. Et encore une fois, le RSSI, il a le choix. Il a le choix d'acheter américain, il a le choix d'acheter français, il a le choix d'acheter un seul fournisseur ou d'en avoir plusieurs. Je pense qu'il faut faire vraiment une étude de risque. Et là, pour le coup, sur ses choix, parce que encore une fois, c'est pas possible d'imaginer qu'à un moment donné, un fournisseur unique s'occupe de toute votre sécurité, et que si ce fournisseur est en difficulté, eh ben c'est toute votre sécurité qui est par terre, et ça, c'est pas admissible en termes de risque. Très bien. Aborder avec vous deux sujets très très généraux qui sont un peu des tartes à la crème, mais qui correspondent à une réalité évidente. Le premier, c'est l'intelligence artificielle, donc qui a explosé depuis novembre 2022 avec ChatGPT. Et aujourd'hui, il n'y a plus une seule annonce d'un fournisseur informatique qui ne mentionne intelligence artificielle dans le communiqué. Comment vous voyez les choses? Parce que dans la cybersécurité, c'est une espèce de course de gendarmes voleurs en permanence. Est-ce que vous pensez que finalement ça donne plus d'atouts aux attaquants ou plus d'atouts aux entreprises qui essayent de se défendre vis-à-vis de ces attaquants? Alors pour l'instant, on n'a pas fait cette dichotomie, mais par contre, ce qu'on peut observer, on peut observer deux choses. L'IA pour la cyber, au service de la cyber, ça fait un paquet de temps qu'on nous en vend, en tout cas, en particulier dans tout ce qui touche à la supervision sécurité, les SIEM, les SOC, etc., sont équipés d'IA. Et alors, je suis pas sûr qu'on en arrive à une totale automatisation des services de supervision sécurité, mais il y a ce qu'on appelle le niveau 1, en gros le tout venant, qui peut être facilement automatisable. Je
pense qu'en effet, effectivement, on va pouvoir faire des économies à la fois d'argent, mais aussi de people sur cette partie de supervision qui est grosse consommatrice de people. Et encore une fois, c'est pas pour les mettre dehors, mais c'est plutôt pour les faire monter d'un cran et combler le manque de talent que nous avons par ailleurs. Donc, l'IA au service de la cyber, je pense qu'on en est qu'au début. Moi, je pense que, enfin, il faut que ça se développe. En particulier, je pense dans l'IAM, par exemple, où tout ce qui est gestion des accès, des identités, c'est toujours des projets très compliqués. Puis finalement, qu'est-ce qu'on recherche ? On recherche les tentatives de fraude, on recherche les habilitations contraires. Bon, bah là, l'IA peut, à partir du moment où vous enregistrez, voilà, il peut vous aider en effet à mieux gérer vos accès. Après, vous avez l'IA qui est fabriquée dans un certain nombre d'entreprises. Un certain nombre d'entreprises fabriquent de l'IA. Bon, et là, vous vous retrouvez finalement d'une manière traditionnelle à devoir intégrer la sécurité dans le projet, mais de la sécurité de l'IA qui n'est pas triviale, j'irais, à adresser. Et là, ça nécessite des compétences relativement pointues. Tout le monde ne développe pas de l'IA, mais quand on en développe, il faut se doter de compétences pour vérifier que cette IA soit correctement protégée. Et puis après, le troisième chapitre, c'est l'IA au service des attaquants. Alors, jusqu'à une période récente, on ne savait pas trop dire finalement si les attaquants, ils étaient plus performants parce qu'ils utilisaient l'IA quand vous faites des attaques DDoS ou quand vous faites des tentatives très massives. Oui, là c'est un peu... on ne sait pas s'il y a de l'IA ou s'il n'y en a pas, ou s'il y a une armée derrière, etc. Par contre, ce qu'on a vu, et là pour moi ça m'a interpellé, c'est la fraude au président avec du deepfake. Où vous avez en effet devant vous une vidéo du président qui demande au comptable en vidéoconférence de faire le virement qui va bien sur le compte qui va bien, et c'est ni le président, voilà, c'est juste son image et sa voix qui ont été trafiquées. Ça interpelle, je dirais, parce que ça veut dire que, alors au-delà de la sensibilisation dont on parlait tout à l'heure, où il faut évidemment que l'interlocuteur se fasse pas avoir de ce point de vue-là, mais va se poser la question bientôt, dès maintenant, de la protection de l'image et de la voix. On a protégé la donnée jusqu'à une période récente, et comment on va faire pour empêcher ce genre d'attaque ? Et ça, effectivement, c'est encore une nouvelle histoire. Mais là, vous avez cité ce cas, c'est hypothétique ou c'est un cas réel ? C'est un cas réel, c'est arrivé à Hong Kong là cette année, où en effet un virement a été fait sur injonction du patron. D'accord. Et la vidéo était très bien faite puisque le patron, l'interlocuteur à l'autre bout a exécuté l'ordre du dit patron, qui n'était pas le patron, évidemment. Ok. Vous avez publié il y a quelques jours votre enquête sur les rémunérations, mais qui balaye finalement beaucoup plus que les rémunérations, qui donne une sorte de photographie générale. Bon, il y a plein d'éléments là-dedans. Je peux pousser nos lecteurs à regarder le résultat de cette enquête, mais on sait que la cybersécurité, c'est un secteur qui est en plein développement. Mais quel jugement vous portez sur les compétences disponibles, le niveau de formation qu'on propose aujourd'hui et, je dirais, le contenu du travail qui est proposé à tous les gens qui veulent faire de la cybersécurité ? Alors d'abord, ce qu'on peut observer, on le savait déjà, mais ça se confirme, c'est que la cyber est un métier de longue durée. C'est-à-dire que le RSSI, il est un peu comme le médecin. Il est presque RSSI toute sa vie. Mais est-ce que c'est pas lié au fait que finalement c'est un métier très technique et donc une fois qu'on a acquis ces connaissances, on les garde, on les fait évoluer. Oui, il n'y a pas que ça. Je pense qu'il y a aussi le fait que quand on est RSSI d'une grande entreprise, ce qui a été mon cas, en fait vous êtes partout, vous êtes au courant de tout, vous êtes dans tous les métiers si vous faites correctement votre boulot évidemment. Vous
vous avez parfois même plus d'informations que le DSI, parce que le DSI, on ne vient pas tout le jour le voir avant de choisir un logiciel un petit peu en loose day, alors que le RSSI, lui, on va l'impliquer dans tout, s'il a encore une fois bien fait son travail en amont. Et donc cette diversité à la fois technique, à la fois le matin vous allez discuter au COMEX, l'après-midi vous essayez de tenir la dragée haute aux techniciens qui essayent de vous raconter des histoires. Et en fait cette diversité-là fait que, en effet, le métier est un métier de longue haleine. Hein. On voit des anciennetés supérieures à 10, 20 ans, etc. Alors, est-ce que ça va évoluer? Peut-être, parce que on voit bien que la nouvelle génération, d'abord, ceux qui ont 20 ans ou plus d'ancienneté, c'était les pionniers de la cyber. Ils ont défriché un peu le chemin. Peut-être que la nouvelle génération va être un peu plus zapping, entre guillemets. Peut-être passera d'un métier à un autre. Pour l'instant, qui est lié à la génération, pas nécessairement au secteur ou à l'activité elle-même. Non, mais ce qu'on note par contre, ce que j'ai trouvé intéressant et à mes yeux positif dans cette étude, c'est que on reconnaissait ce côté technique finalement, qui était un peu mal pris jusqu'à une période récente. On disait oui, le RSSI c'est un techos, on comprend pas ce qu'il dit, il est pas capable d'aller en COMEX, etc. Ce qui s'avère effectivement inexact. Et du coup, je pense qu'on ne peut pas faire ce métier-là d'une manière sérieuse et durable si on ne comprend pas les fondamentaux de la technologie. Et donc, on le voit bien, 80% de nos répondants sont issus d'écoles d'ingénieurs et sont tous, entre guillemets, des informaticiens. Ça paraît relativement évident. Je veux dire, si on veut être médecin, il faut avoir fait des études de médecine. On ne va pas, pas devenir médecin comme ça. Oui, mais vous savez, la lumière attire les papillons parfois. Et on a vu, en effet, arriver toute une génération de RSSI, ce que j'ai appelé les RSSI PowerPoint ou KPI, qui étaient en effet compatibles COMEX et qui savaient parler au COMEX, mais qui n'étaient pas toujours pertinents dès qu'il s'agissait de gratter un petit peu du côté de la technologie. Donc, vous savez à quoi ça me fait penser? Le Dr Knock, la fameuse pièce, il est devenu médecin en lisant les notices des médicaments. Voilà. C'est un petit peu ça. Voilà, ou comme dans une autre pièce où on dit je suis pas expert comptable, je suis expert en comptabilité. Et donc en effet cette reconnaissance de ce volet technique du RSSI, je pense que c'est une excellente chose. Aux États-Unis, ça ne les a jamais quittés. C'est-à-dire, les ciseaux américains, ils sont tous versés dans la technique et parfois même un peu trop. Et que la technique retrouve ses lettres de noblesse, j'en suis plutôt fort aise. Mais alors, est-ce que dans cette idée-là, que la technique soit au centre, évidemment très bien, mais vous avez dit aussi le RSSI au COMEX. Pour qu'il soit au COMEX, il faut qu'il soit capable de traduire la situation technique en termes compréhensibles par les gens du COMEX. S'il n'est pas capable de faire ça, il n'arrivera jamais à rien. Bien sûr, mais alors j'ai pas dit qu'il soit au COMEX, je dis qu'il aille au COMEX. Parce que en fait, pour moi, c'est une ville d'esprit. Il n'a pas de sens que le RSSI soit au COMEX. Enfin, parce que le DSI lui-même n'y est pas dans beaucoup d'entreprises. Non. Par contre, effectivement, il peut être au COMEX et ça a du sens dans des petites entreprises où, encore une fois, la sécurité est suffisamment essentielle pour la survie de l'entreprise. Et le DSI siège au COMEX. On a un certain nombre de répondants qui se situent dans cette catégorie-là. Mais mon point, c'est de dire aujourd'hui ce qu'il faut. On a arrêté le débat de savoir s'il faut que le RSSI soit rattaché au DSI ou pas. Enfin, le DSI, maintenant, c'est un vrai partenaire, je dirais, en matière de cyber. Et plus aucun DSI n'a fait d'arbitrage sur la cybersécurité. Ça, c'était avant. Et justement, c'est là où on discutait à ce moment-là que, est-ce que le RSSI est bien sous la coupe du DSI? Bon, maintenant, ce débat-là, il est plus d'actualité à mes yeux. Mais par contre, il faut que le RSSI ait le moins de postes
porte à ouvrir pour aller au COMEX. Donc si en gros il est rattaché au DSI et que le DSI siège au COMEX, tout va bien. Est-ce que, enfin, 2 remarques sur cette enquête, puis je reviendrai sur le point d'avant, parce qu'en fait, j'ai oublié un élément, c'est que c'est une profession qui, encore plus que dans l'IT, est très masculine, hein, puisque la proportion de femmes est extrêmement réduite. Et 2, c'est vous le disiez vous-même, c'est une profession au long cours, donc on y reste longtemps. Est-ce que c'est pas un peu difficilement compatible avec le fait que c'est une profession qui est quand même assez usante, parce qu'on est sur la brèche 24 heures sur 24. Donc comment on fait pour concilier ces 2 aspects qui sont quand même assez contradictoires? À ce sujet, d'ailleurs, nous allons sortir notre 2e épisode sur le stress du RSSI. On avait sorti un premier recueil qui en effet montrait que c'était une profession très sous tension. Ça l'est toujours. L'idée de notre 2e étude, c'est de donner quelques pistes pour que ça le soit moins. N'empêche que effectivement, vous êtes souvent sur la brèche. Je pense que ça, c'est en effet inhérent à la profession, mais il y a un moment donné, si vous voulez, ce côté un peu Saint-Bernard, je m'occupe de toute la misère du monde. Il faut que le RSI prenne conscience qu'il ne pourra pas faire front à tous les sujets. Donc il va falloir organiser, déléguer, transférer un certain nombre de responsabilités opérationnelles, parce que, ou alors vous avez une armée derrière vous et puis vous pouvez vous reposer sur cette armée, ce qui est loin d'être le cas dans beaucoup d'entreprises. C'est difficile, parce que du coup, quand on a, c'est vrai, investi dans un service de supervision de SOC, par exemple, et si jamais, à force de trop déléguer, on loupe la vraie alerte, bon, on va se demander à quoi vous avez servi. Donc c'est difficile de faire le tri, mais je pense qu'il faut effectivement que cette mission s'organise pour qu'elle soit moins en première ligne. Il y a plein de manières, hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être déléguées à la prod. Parce qu'il y a des choses de la cyber qui deviennent de la vraie production. Je pense tout ce qui va toucher au patching, tous ces sujets-là peuvent être, même aussi les alertes de sécurité de premier niveau peuvent être gérées par la prod. Donc il faut dégager un petit peu le chemin semé d'embûches du RSSI pour que ça devienne plus supportable. Alors vous évoquez le taux de féminin. Bon, il est faible dans la cyber, mais enfin c'est pas le problème de la cyber. Pour moi, c'est le problème des carrières d'ingénieurs qui n'attirent malheureusement pas suffisamment de femmes. Donc après, effectivement, quand on arrive dans l'IT, il y en a encore moins. Dans la cyber, il y en a encore moins. Mais je crois qu'il ne faut pas focaliser le problème sur la cyber. Il faut le focaliser plus en amont sur le recrutement des femmes dans les filières technologiques. Et alors, comment vous jugez le système de formation en France, à la fois privé et public? Est-ce que d'ailleurs, entre parenthèses, on le voit pour les écoles d'ingénieurs, ou les écoles d'ingénieurs très souvent en informatique, il y a un développement du secteur privé par rapport à l'enseignement public qui est à la fois lié au fait que c'est un secteur qui se développe extrêmement rapidement, mais qui donne aussi l'impression que l'enseignement public est passé un petit peu à côté de ça. Donc quel est votre jugement là? Oui, enfin, vous savez, moi quand on me demandait il y a 10 ans c'est quoi la bonne école pour faire de la sécurité informatique, j'avais le choix entre deux ou trois écoles. Maintenant, il y a effectivement pléthore d'offres privées, publiques. Beaucoup d'universités ont désormais leur filière cyber. Tout ça, ça forme des centaines de gens par an. On a aussi, il faut pas oublier les formations continues, les reconversions, qui grâce à ça, on arrive quand même à éponger le déficit de talent qu'on observe
partout dans l'IT, mais en particulier dans la cyber. On a beaucoup d'informaticiens dont les missions ont plus ou moins disparu avec le move to cloud et avec des choses qu'on ne fait plus maintenant soi-même. Eh bien, il y a beaucoup d'informaticiens qui se reconvertissent en effet dans la cyber. On voit beaucoup d'anciens responsables réseau, des choses comme ça. Donc, je pense que le problème, il n'est pas public, privé, de savoir si chacun fait son boulot, etc. Je pense qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est que on est. Alors, j'ai comparé la mission du RSSI tout à l'heure avec un médecin. Je vais continuer avec la médecine. On est à peu près dans la même situation, c'est-à-dire qu'on ne forme pas assez de talents dans la cyber. On voit que les grandes ESN, les grands fournisseurs raflent toutes les sorties d'école, enfin parfois par dizaines, par centaines. C'est pas rare de voir des ESN avoir multiplié leur effectif par 2 au cours des 5 dernières années. Donc ça veut dire que le marché, il est très riche, hein, il est mouvant, mais à la fin de la journée, il manque du monde. Donc l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain dans la cyber, c'est sûr. Donc il va falloir effectivement augmenter les rythmes en matière de formation, et peu importe encore une fois que ce soit toutes les contributions privées et publiques sont les bienvenues. C'est un peu absolument ce que vous dites. Ce qui nous manque juste, ce serait peut-être une cartographie des offres aujourd'hui. Parce qu'effectivement... Un travail que vous pouvez faire. Là, voilà, merci de me donner un peu de boulot. Dernier point que je voulais aborder avec vous, que j'avais oublié là dans la précédente partie, c'est les objets connectés. Est-ce que finalement ce ne sont pas les éléments d'une catastrophe annoncée dans la mesure où finalement ces objets connectés qui se comptent par quasiment milliards, hein, je me souviens de Cisco qui à un moment donnait une prévision du nombre d'objets connectés qu'il y aurait sur le marché, et c'était 25 milliards, enfin des chiffres évidemment invérifiables. En tout cas, ils sont partout. Le problème, c'est qu'ils sont partout, mais ils embarquent pas le niveau de sécurité qu'il faut. Comment vous voyez cette situation ? Alors déjà, je pense que ce serait une très mauvaise idée de s'occuper de la cybersécurité des objets connectés comme on s'est occupé de la cybersécurité de l'IT traditionnel. C'est pas possible. On peut pas organiser, mettre un antivirus derrière chaque objet. On peut pas envisager de patcher du patch Tuesday sur les objets connectés. Enfin bref, il y a tout ce qui marche dans l'informatique classique ne marche pas dans les objets connectés. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On a d'abord vu une tendance de RSSI spécialisés dans ces domaines-là. Beaucoup d'usines hein, qui ont des objets connectés, qui ont de l'IT industriel, se connectent de plus en plus avec le reste du monde, parfois du monde informatique, parfois avec des catastrophes à la clé, puisqu'on a des niveaux de sécurité qui sont complètement différents. Donc on a des spécialités, des RSSI industriels de plus en plus. On a même créé une communauté au Césin CyberOT pour justement faire en sorte que les spécialistes se parlent entre eux, échangent les bonnes pratiques, etc. Donc, encore une fois, on fera pas le même chemin qu'on a fait pour sécuriser l'informatique classique avec les objets connectés. Mais par contre, il y a des tonnes aujourd'hui d'outillage qui permettent à la fois de faire de la ségrégation, à la fois de faire une espèce de diode où je ne peux envoyer qu'un flux, je ne peux pas en recevoir, etc. Enfin, il y a des tonnes de technologies aujourd'hui qui sont disponibles. On ne sécurisera pas, encore une fois, les objets, mais on fera en sorte que leur insécurité n'ait pas d'incidence sur le reste de l'informatique. C'est pas normal, on l'avait vu en 2017 avec les premiers ransomware qui avaient atteint une machine-outil dans une entreprise et qui avaient, in fine, paralysé l'entreprise complète parce que la messagerie avait été arrêtée, etc. On peut plus admettre ce genre de situation. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir ce maillon faible qui ait un impact sur, on va dire, l'informatique plus mature en matière de sécurité. Donc sans parler de cloisonnement, mais il y a un peu de ça quand même, c'est qu'il faut arriver, en effet, à gérer ça, je dirais, de la manière la plus architecturée possible,
sans essayer, encore une fois, de sécuriser ces milliards d'objets. On n'y arrivera pas, de toute façon. Très bien. Mais écoutez, on pourrait continuer cette discussion très très longtemps, mais je crois qu'on a déjà fait un tour assez complet, qui n'est pas aussi négatif que ça, avec beaucoup d'éléments positifs. Mais je pense qu'on aura l'occasion de se revoir rapidement, parce que c'est un secteur, un domaine qui évolue très très rapidement. En tout cas, Alain Bouillet, merci beaucoup. Merci à vous.